On va apprendre le sexe aux enfants pour les rendre heureux. C'est le diable. Bon sang, si c'est pas le diable, c'est quoi le diable? Quand vous êtes confronté à des atrocités, vous n'avez pas d'autre choix pour vous protéger contre l'horreur que ça vous inspire que d'émousser votre sensibilité. Ça veut dire que vous êtes atteint. Ça veut dire qu'ils ont déjà réussi à vous atteindre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de Kate avec Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Kate, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je dis ce nouveau numéro, effectivement, qui va combler la première partie qu'on a consacrée au combat de Judith Reisman. Alors, dans la première partie, on a évoqué effectivement son parcours, sa vie personnelle, le viol également de sa fille, comment elle est tombée sur les travaux de ce fameux Alfred Kinsey et l'omerta à laquelle elle s'est confrontée quand elle a voulu mettre en lumière ses travaux. Et on s'est arrêté sur sa rencontre avec une fameuse journaliste croate, j'allais dire serbe, mais non, elle est croate parce que cette rencontre s'est déroulée à Zagreb. Et on va poursuivre, alors ce sera la deuxième partie. Mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est essentiel, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces, de mettre aussi des commentaires et de poser vos questions à Marion qui se fera un plaisir d'y répondre la prochaine fois. Et puis si vous voulez soutenir à la fois cette chaîne et mon travail de journaliste indépendante, vous avez un lien Tipeee disponible en description et en commentaire. Alors on commence tout de suite effectivement avec cette rencontre avec cette journaliste qui s'appelle, alors j'ai noté son nom, j'espère que je ne vais pas écorcher, Karolina Vidović-Christo. Voilà. Très bien. Pourquoi cette rencontre, elle est capitale avec cette journaliste? Pourquoi elle est capitale et cruciale? Pourquoi Judith Reisman se rend en Croatie? À titre préliminaire, j'avais pris contact parce que j'ai vu les travaux de Tim Tate, le Kinsey's Pedophile de Tim Tate, et plusieurs reportages qui montraient Judith à la télévision. Alors, c'est pas la télévision, elle passait simplement sur Internet. Mais quand j'ai vu comment quand j'ai compris qui elle était et que j'ai commencé à suivre ce qu'elle faisait, je me suis dit, il faut absolument que je la rencontre. Alors, je lui ai écrit sur son site, elle m'a répondu, et on a commencé une relation tout à fait amicale, bienveillante des deux côtés. Je lui racontais ce que je faisais, elle me racontait ce qu'elle faisait, et un jour, elle m'a dit qu'elle était invitée en Croatie, et elle m'a suggéré de l'y rejoindre, ce qui serait pour nous l'occasion de nous rencontrer pour la première fois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Croatie? Alors, la pieuvre de l'assaut contre le mariage traditionnel étendait ses bras sur la totalité de la planète. Quand on a commencé à parler du mariage pour tous, précisément pour tous, on a dit que il a fallu comprendre que c'était véritablement mondial, et la Croatie, qui est un petit pays des Balkans, un petit pays très 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 catholique, a été touchée également par ce problème, par cette nouvelle donne qui choquait beaucoup de monde et qui choquait les Croates autant que les autres. Alors, Karolina Vidović-Christo, elle avait 39 ans à l'époque, elle était mère de 4 enfants, et elle était rédactrice en chef et l'animatrice d'un programme à la télévision qui s'appelait Portrait de Croatie. Elle était très populaire, vraiment. Les gens la reconnaissaient dans la rue, elle était vraiment très, très populaire. Elle faisait des émissions pour montrer véritablement la vie quotidienne des gens. Et c'était la Croatie qui regarde la Croatie s'aimer, quoi. Voilà. Et alors, elle a lâché sa bombe le 29 décembre 2012. Alors 2012, c'est vraiment l'époque à laquelle nous on commençait à manifester. Elle a diffusé à une heure de grande écoute des larges extraits du film de Tim Tate, Kinsey's Pedophile. Et elle y a dénoncé l'éducation sexuelle à l'école voulue par Kinsey, que le ministère de l'Éducation voulait au nom de la santé sexuelle, comme j'en ai parlé la dernière fois. Alors, dès le lendemain de la diffusion de son reportage, la chaîne de télévision a présenté des excuses à ses abonnés pour avoir diffusé ce reportage qui exprimait uniquement les opinions de Karolina et pas les opinions de la chaîne, et elle a été immédiatement licenciée sans autre forme de procès. Incroyable, pour des graves manquements à la déontologie qui nous obligent à de sérieuses sanctions, disent-ils. Et dans le même temps, l'association des journalistes croates a pris le parti de son employeur et a justifié son licenciement en disant « vous n'avez que ce que vous méritez ».
C'est fou. Oh là, la bombe, la bombe. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle dénonce l'éducation sexuelle à la sexualité aux enfants et qu'elle montre par des larges extraits du film de Tim Tate ce qu'il y a par derrière, c'est-à-dire que Et qu'elle a derrière, fait son travail de journaliste, surtout. et elle a fait son travail de journaliste. Alors, quand elle s'est retrouvée, mais licenciée. Non, mais voilà, elle est la star, toute catégorie de la télévision magazine, enfin des magazines à la télévision croate, et puis elle se retrouve au chômage. Alors, elle a ouvert une page Facebook, hein, c'est pas plus bête, et elle a retrouvé tout son public sur la page Facebook. Les gens se sont passés la main, et les parents ont commencé à enquêter sur les sujets qu'elle avait traités, et puis la mobilisation a commencé. C'est-à-dire que c'était vraiment pas le truc à faire. S'il l'avait pas licenciée, je pense que la mobilisation aurait été moindre. Je ne dis pas qu'elle aurait été inexistante, mais elle aurait été moindre. Alors, des parents qui ont enquêté sur le sujet ont découvert un certain Alexander Stuhlhofer, professeur de sexologie formé à l'Institut Kinsey. Ha, ha, ha. Nous y voilà. Et il avait la réputation d'être un pédophile notoire, à coquiner avec d'autres pédophiles avec qui il se rassemblait de temps en temps, écrivait dans des journaux pro-pédophiles, etc., etc. Et les parents découvrent ça. Alors, Carolina, qui continue, alors elle continue uniquement sur Facebook, mais enfin, elle est quand même sous surveillance, hein, les médias de gauche la harcèlent, et elle est menacée par les autorités. Au bout d'un moment, c'est chaud patate. Hein. Puis c'est une mère de 4 enfants. Hein. Quand vous avez 4 enfants à couver par derrière, je veux dire, on est obligé d'ouvrir le parapluie autant que possible. Et alors, elle a écrit à Judith pour lui demander de l'aide. Alors, comment elle a fait? Elle a fait comme moi. Elle a ouvert son site, contact. Bonjour madame, je m'appelle Caroline, etc. Pif paf. Et Judith a immédiatement répondu. Et ils l'ont invitée. Elle avait, alors avec une association qu'elle avait créée, alors je ne sais pas comment elle avait créé l'association, peu importe, elle n'était pas toute seule, ils ont décidé de faire venir Judith à Zagreb le 29 janvier 2013, et elle est arrivée flanquée de Tim Tate. Voilà, les deux comparses. Alors, pour rappel, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, Judith, c'était la juive, alors de formation marxiste, enfin d'arrière-plan marxiste. Elle l'était pas, mais elle a quand même grandi là-dedans. Mais de plus en plus proche d'une moralité stricte, elle voulait vraiment revenir aux valeurs familiales. Enfin, défendant les valeurs familiales. Et Tim Tate, c'était un socialiste anglais, partisan de la libération sexuelle, partisan des droits des gays, etc., mais qui s'en trouvait sur « touchez pas aux enfants ». Ne touchez pas aux enfants. Et Tim Tate, bon, je l'ai rencontré, hein, j'ai discuté assez longuement avec lui, il dit, moi, la limite, c'est les gosses. Moi, je suis pour ceci, cela. Top, touchez pas aux gosses. Ne touchez pas aux gosses. Donc, elle atterrit à Zagreb le 29 janvier 2013 et la campagne de diffamation contre elle commence qu'elle n'avait pas encore atterri. Alors, on la présente comme une réac à coquiner avec les chrétiens. Alors, c'est de fait qu'elle était à coquiner avec les chrétiens. Ça a été quand même la caractéristique de son parcours. C'est que de juive communiste, elle a été approchée par des chrétiens, par des catholiques, par des protestants, et elle a fait pratiquement tout son parcours jusqu'à la mort. Ça s'est fait avec des chrétiens. Voilà. Donc, elle débarque et elle se fait traiter de réac entourée de réac, parce que les chrétiens, c'est la réputation d'être des afro-réacs. Et en plus, il la traite d'antisémite, ça, il adore. Et négationniste en plus. C'est-à-dire qu'elle avait la totale. Elle n'avait pas encore atterri qu'elle était réac, chrétienne, antisémite et négationniste. Enfin bon, ça ne lui collait pas. Ça l'a fait rigoler, franchement. Alors, à l'époque, Marion, quels sont les liens de la Croatie avec, par exemple, j'imagine peut-être Kinsey, parce qu'on comprend qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Si cette journaliste Carolina est virée et qu'elle est quelque part traquée, c'est qu'il y a quand même des liens. Ah ben c'est clair. Entre le gouvernement croate. Mais le gouvernement croate et le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial promu par l'Europe. Hein, la Croatie, elle est en Europe, elle n'est pas dans. Enfin, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Enfin, la Croatie est un pays au cœur de l'Europe qui subit la pression de l'Europe. Alors, vous savez, la pression, elle, quelquefois, sonnante et trébuchante. Hein, vous voulez des subventions, vous voulez des facilités, des trucs, des machins. Il fallait en passer par la révolution sexuelle. Et c'est vraiment ça venait du gouvernement. Et ce Stuhlhofer, il était la cheville ouvrière de cette transformation radicale voulue
de la Croatie pour transformer la Croatie catholique et réactionnaire en un pays progressiste où on apprend aux enfants à se masturber, etc., etc. C'est pas comme ça que ça a été dit, mais nous, on sait que c'était exactement ça qu'il y avait derrière, et c'est ce que les parents ont compris dès qu'ils ont commencé à enquêter. Donc, à peine arrivé, bon, ses amis avaient fait, ses nouveaux amis avaient fait les choses bien, et ils l'avaient invité à présenter ses travaux à la faculté de sciences politiques de Zagreb. Et là, le directeur de l'Institut l'a prise à partie de façon extrêmement grossière, il l'a insulté, mais absolument odieux, et une étudiante qui était dans la salle a quitté la salle, l'amphi, en claquant la porte, en disant que c'était une honte de faire venir des gens comme ça. C'est-à-dire que, voilà, elle est arrivée dans une ambiance où on lui expliquait qu'elle était horriblement réacte, qu'elle luttait contre la libération des enfants. Et, c'est quoi ça? Et elle a vraiment, ça veut dire que le ver était dans le fruit véritablement à l'intérieur, au cœur de l'État croate. Au cœur de l'État croate. Comme on peut dire au cœur de l'État français, hein, si on parle des choses. Ça ne veut pas dire qu'on parle du peuple. Le peuple, c'est encore autre chose. Mais on parle de la machine étatique. Et la machine étatique, véritablement, à Zagreb, enfin, en Croatie, elle était véritablement vérolée par ces gens, quoi. Alors, ils avaient imaginé un débat avec le fameux Stuhlhofer. Pourquoi pas, hein? Et alors, au moment où on annonce que le débat va avoir lieu, un groupe d'homosexuels envahit les gradins pour une manifestation qui sert de prétexte à évacuer la salle. Et puis le débat n'aura pas lieu, bravo. Hein, pas mal, hein? Pas mal. Alors, ils ont décidé de visionner le film de Tim Tate, Kinsey's Pedophile, alors que je recommande à tout le monde. C'est vraiment, faut voir ça. Faut voir ça. C'est magnifique. Le travail de Tim Tate, c'est absolument magnifique. Kinsey's Pedophile, ça s'appelle. Donc, ils ont organisé le visionnage du film de Tim Tate dans le plus grand cinéma de Zagreb devant 800 personnes. Là que le matériel tombe en panne. C'est ballot quand même. Il n'y a plus de bouton, il n'y a pas. Non, ça ne veut pas. Ah ben, on ne va pas pouvoir voir le film. Ah ben alors attendez. Puisqu'on a Judith Reisman, on va la faire monter sur scène. Et elle va expliquer. Elle monte sur scène. Plus de micro. Oh, ben c'est ballot quand même. Quel sabotage, ouais. Quel sabotage. Absolument incroyable. Alors, elle a quand même réussi, ses amis ont quand même réussi à lui présenter des parlementaires à qui elle a dénoncé les relations de Stuhlhofer, les pédophiles et le soutien de George Soros. Parce que derrière tout ça, il y a l'argent de George Soros. Et Judith, elle connaissait tout ça par cœur, elle suivait bien les liens, elle suivait bien la trace. Stuhlhofer, George Soros, l'Europe et tout ça, et les pédophiles, elle a vraiment pu leur expliquer, et elle a été très bien reçue hein, par les parlementaires qui ont voulu la recevoir, parce que ceux qui n'étaient pas d'accord, ils sont partis en claquant la porte, en lui faisant les cornes, enfin bref. Enfin, je plaisante, hein, je plaisante. Et alors, 2 jours après son arrivée, elle reçoit la médaille de la ville de Zagreb des mains de l'archevêque. Ah, c'est pas mal pour une juive, ça. L'archevêque de Zagreb. Et les gens la reconnaissent dans la rue, parce que par l'intermédiaire de la page Facebook, et ben ça tourne. Les gens l'arrêtent dans la rue, ils l'embrassent, ils lui donnent des fleurs, elle est devenue la star. La star. Et bon, bah, elle repart, hein, elle a fait son travail, elle repart. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce simple voyage a vraiment fait des petits. La Croatie fait reparler d'elle au mois de décembre 2013 en inscrivant dans sa constitution que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Hein? C'est devenu constitutionnel. Et à la suite de ça, ils ont initié un référendum, à la suite ou avant, non, pendant, enfin bon, peu importe. Ils ont initié un référendum par des associations familiales, ce qui ne manque pas en Croatie, qui a donné oui à l'inscription dans la Constitution à 64,84%. C'est pas mal, non? C'est-à-dire que vous avez 750 000 personnes dans un pays de 4,3 millions d'habitants qui ont décidé que le mariage avait toujours été et resterait l'union d'un homme et d'une femme. Eh bien, les médias ont décidé que ces 700 000 personnes étaient des homophobes. Il a fallu qu'ils apprennent le mot homophobe, c'est-à-dire qu'on les insulte, mais ils tiennent bon. Et on apprend également que la Cour suprême croate a ordonné l'arrêt des cours organisés par Stuhlhofer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une victoire. C'est une victoire. Quelque part, le gouvernement croate n'était pas si corrompu que ça, parce que j'ai envie de vous dire, là, il y a un référendum, on accepte le résultat, c'est pas comme en France en 2005, où les Français ont voté, ils se sont exprimés, et la voix du peuple n'a pas été retenue, donc quelque part… Ouais.
Alors, moi, ce que je crois comprendre, c'est que le gouvernement là-bas, il est comme les autres, il est corrompu, bon, il fait, on lui dit de faire, comme on dit vulgairement, mais la population est en but à ces changements depuis beaucoup moins longtemps que nous. Nous, on a subi les assauts de la révolution sexuelle sur plusieurs décennies, alors que eux, ça venait juste d'arriver. C'est l'effet rideau de fer, en fait. La Croatie est rentrée dans ce monde-là des décennies après nous. C'est pour ça qu'ils avaient encore de sains réflexes et que la population. Non, mais c'est incroyable. C'est clair que c'est le travail de Carolina et la venue de Judith qui a fait que. Voilà, c'est clair. Hein, c'est clair. Alors, on apprend dans la foulée que le Conseil économique et social de l'ONU, ce qu'on appelle l'ECOSOC, se prépare à donner à l'Institut Kinsey une accréditation aux Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux Nations Unies, quand on voudra parler éducation sexuelle, machin et tout, on ira demander son avis à l'Institut Kinsey. C'est-à-dire que toutes les dénonciations possibles et imaginables qui ont lieu, on n'en tient pas compte. C'est comme deux mondes parallèles. Il y a les gens à la base qui comprennent ce qui se passe, et puis il y a les gens qui décident et puis qui font absolument ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le contraire de ce que demande la population. Alors, toute l'équipe de 2013 se reconstitue et ils décident pour 2014 d'organiser une rencontre à Zagreb entre Judith, l'inévitable Tim Tate, indispensable à ce genre de rencontre, et un certain nombre de gens qui ont été mobilisés par Judith ou autour de Judith et organisés par ce groupe, le même groupe qui avait organisé la première venue et qui s'était mobilisé pour interdire l'éducation sexuelle à l'école et pour inscrire que le mariage pour tous, voilà, le mariage c'était l'union d'un homme et d'une femme. Alors, toute l'équipe se reconstitue et appelle Judith et Tim Tate. Et Judith me dit, écoute, c'est l'occasion, Zagreb, c'est pas loin de chez toi, bien. Elle m'avait invité à venir aux États-Unis, c'était quand même plus compliqué d'aller aux États-Unis que d'aller à Zagreb. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Alors, il y a des gens qui ont fait en sorte que je ne puisse pas y aller. C'est-à-dire qu'une bonne âme, je ne sais pas qui, je ne saurais pas qui, je n'ai pas su parce qu'on était dans une boucle, hein, il y avait les uns et les autres, une boucle de courriel. Hein. De correspondance, oui. De correspondance, c'est ça. On était en train d'organiser, tel jour il y aura ci, il y aura ça, papa. Et Judith m'avait mise dans la boucle. Et un jour, Judith reçoit un message en disant, mais vous ne savez pas, madame, que cette personne-là que vous invitez, elle fraye avec des antisémites, etc. Oula. Judith me dit, écoute Marion, moi je suis sûre que tu n'es pas antisémite, puis je m'en tape, c'est pas le problème, mais elle me dit, je ne veux pas que notre rencontre à Zagreb tourne à juif, pas juif, machin, antisémite et tout, je ne veux pas qu'il leur donner la moindre occasion de détourner le but de la rencontre. Je lui dis, écoute Judith, si je dois ne pas y aller pour que la rencontre, je m'incline, j'irai pas. Voilà. Et pendant qu'on discutait, il y a Tim Tate qui intervient en disant hey, oh, c'est quoi ça? Vous savez ce que c'est, antisémite? C'est le truc pour discréditer n'importe qui. C'est n'importe quoi. Il dit moi, alors je connais pas Marion Sigaud personnellement, mais je sais qu'elle est chez Nicolas Dupont-Aignan. C'est absolument. Enfin, tu vois, il est intervenu en disant c'est aberrant. Vous ne connaissez pas. Hein. Il a dit c'est aberrant. Et Carolina est intervenue en disant dis donc Judith, on l'a pas invitée pour parler, on l'a invitée pour qu'elle prenne des notes et qu'elle fasse un article. On va quand même pas. Si c'est que ça. Et hop, je suis partie. Et puis un coup pour rien. Ils ont réessayé après. Mais vraiment, ils ont essayé de faire en sorte que je ne puisse pas participer à ce colloque. Alors, ça aurait été dommage. Hein. Oh là là, j'en ai rapporté des. Oh là là, j'en ai plein les yeux. Donc, je débarque le 26 mai 2014. Et le 27 au matin, c'est Tim Tate qui ouvre le bal à l'Université catholique. Elle est pif-paf, on lui passe la parole tout de suite et il attaque. Il se présente comme agnostique, socialiste et favorable aux droits des gays. Voilà, comme ça, hein, on ne va pas le traiter d'homophobe. Et il se présente comme a priori opposé à ce qui motive Judith. Pourtant, il dit ne touchez pas aux enfants et ça, je le ferai avec elle. Bravo Tim Tate. Il est toujours vivant, hein, il est toujours... J'ai eu un contact avec lui récemment, il est toujours aussi adorable. Alors, il dit également que jamais Kinsey n'a été supervisé par quelque scientifique que ce soit. Et tout ce qui vient de lui a été fondé sur le viol de plus de 2000 enfants. Donc, tout ce monde se réclame de Kinsey, de l'Institut Kinsey, qui n'a jamais été supervisé et qui a fait violer au moins 2000 enfants. Ça devrait suffire, ça ne suffit pas. Il dit que l'un des anciens collègues de Kinsey, qu'il a interviewé dans son film,
lui a dit, si nous éduquons nos enfants au sexe, ils aimeront bien le faire avec nous quand on leur demandera. Eh ben voilà, puis c'est dans la boîte, hein, c'est incroyable. C'est incroyable que ça continue malgré tout ça. Donc, il dit l'accréditation de l'ONU va donner donner de la crédibilité à ces criminels. Bien sûr, bien sûr. Et il lâche en même temps une information tout à fait inédite. Et alors, c'est important à dire dans un milieu catholique, le mois de mai, c'est le mois de Marie pour les catholiques. Hein, et bien maintenant, c'est le mois de la masturbation. Si, c'est le mois de la masturbation. Pourquoi? Parce que la masturbation, c'est bien. Ça ne donne pas de maladie vénérienne, ça calme. Je me suis demandé si ça corrigeait pas les fautes d'orthographe aussi. Ça a toutes les qualités. C'est complètement hallucinant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? Et il dit, on parle sérieusement de décriminaliser la pratique publique de la masturbation. Et il dit, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas recevable. C'est pas recevable. Et je sais que avant, j'en suis témoin, enfin, je l'ai vécu, avant qu'on ait toutes ces rencontres, quand je savais ces choses-là, parce que j'étais suffisamment branchée avec les gens qui me le faisaient savoir, et maintenant tout le monde a compris, quand je disais ça, on me disait, mais t'es dingue, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Les gens ne voulaient pas le croire. Les gens ne voulaient pas le croire. Et maintenant, bah c'est au vu et au su de tout le monde. Alors, il explique que Judith, c'est Judith qui, quand elle prend la parole, qui explique que Kinsey a mélangé les résultats donnés par des individus lambda avec ceux de criminels. Il prend 10 pères de famille, il prend 10 violeurs, il fait une statistique en disant il y a tant et tant et tant. Alors que statistiquement, dans un pays, il n'y a pas moitié de pères de famille et l'autre moitié de violeurs en série. C'est pas vrai. Alors, il a truqué ses statistiques, il a mélangé des chiffres de gens pris en prison. Enfin bon, tout ça, c'est dans les livres de Judith. Là, attends, j'ai pas compris, Marion. Alors, il a fait des tests sur des pères de famille et sur des non, il a interrogé. D'accord. Sur quel point précis, en fait? Les rapports Kinsey sont faits sur des interviews. Donc, Kinsey, il est représenté comme le gars assis dans une chaise avec un calepin et puis comme une espèce de psychanalyste, oui. Non, c'est interrogatoire. Est-ce que vous préférez devant, est-ce que vous préférez derrière? D'accord. Donc, il les a interrogés sur leur pratique, en fait, sexuelle. Sur leur pratique sexuelle. Alors, des pratiques sexuelles que Judith, qui était quand même une Américaine pure sucre, dit « Aucun Américain normal ne répond normalement à des questions aussi intrusives et indécentes. » C'est-à-dire que d'emblée, elle dit c'est du pipeau. D'emblée, c'est du pipeau. Mais même si ce n'était pas du pipeau d'emblée, il est intéressant de noter qu'il a mélangé des résultats d'interrogatoire qu'il a fait avec des Américains normaux, et il a mélangé les statistiques avec des Américains, des gens qu'il est allé chercher dans les prisons. Et parler des pratiques sexuelles en prison, ça exclut quand même d'emblée beaucoup de choses. Et quand il a fait des statistiques sur le nombre d'homosexuels qu'il y avait dans la société américaine, il est évident que s'il mélange des gens de l'extérieur avec des gens dans les prisons, la statistique est forcément faussée. Donc ça, c'est Judith qui a dénoncé ça. C'est dans ses excellents bouquins dont il faudra donner la liste. Alors, elle explique qu'il avait mélangé le résultat d'Américains lambda avec des criminels, des parias et des maniaques interrogés dans les prisons. Donc, elle raconte aussi que l'Institut Kinsey fait vivre une industrie, c'est l'industrie du sexe, par l'intermédiaire de Playboy et du porno. L'Institut Kinsey est protégé par des gens qui font beaucoup d'argent avec. Il n'y a pas que la corruption des mœurs, il y a également l'appât du gain. Et c'est pas négligeable. C'est pas forcément la partie la plus importante, mais ça n'est pas négligeable. Elle explique également que Playboy contrôle la presse et la télévision croate et qu'il est le promoteur de celui qui a inventé l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. La pornographie, le sexe à l'école, la presse aux ordres, tout se tient. Donc, Kinsey, Playboy. On en avait déjà parlé dans la première partie, d'ailleurs. Voilà. Donc là, elle explique ça. Thomas Hampton, un détective à New York. Et je suis très émue quand je repense à lui. J'ai des photos. Je pourrais peut-être t'envoyer des photos à mettre sur un petit extrait de vidéo. Thomas Hampton, il était détective à New York pendant 25 ans. Et il a raconté, mais ce type avait un masque de gravité, presque de désespoir sur le visage. Il a raconté à quel point l'irruption d'Internet a fait faire un bond au trafic d'enfants qui est devenu un
industriel. Il dit les réseaux d'enlèvement se comptent par milliers, la situation est épouvantable. Et lui, comme détective de la police de New York, il dit on est impuissant, on veut attraper un, il y en a 10 000 autour. Comment on va faire? Comment on va faire? Enfin, c'est moi qui dis 10 000. Hein. Alors il dit les prédateurs savent comme personne jouer les innocents. Souvent, on tombe des nues quand on les découvre et on n'arrive pas à en poursuivre au-delà de 5%. On sait qu'il y en a 95% qui continuent de courir quand on en attrape 5. C'est effarant. Et il dit l'innocence de l'enfant appartient au passé. C'est affreux, affreux. Ce type était absolument désespéré. Alors, Judith martèle, les enfants ne sont pas sexuels, mais humains dès la naissance. Ils sont bons à la naissance. L'irruption de la pornographie et de la sexualisation les a transformés en prédateurs. Désormais, les enfants s'agressent mutuellement, même entre frères et sœurs, et elle lance l'appel « Sauvons l'humanité, sauvons l'humanité ». Alors, ses amis, une fois qu'on a fait, il y a eu à l'université, il y a eu ici, il y a eu là, enfin bon, on a fait un certain nombre de rencontres et ils ont organisé pour elle, dans une ruelle tortueuse du vieux Zagreb, un chapelet. Ça sera son premier puisqu'elle est juive d'origine. Et alors bon, je sais qu'elle fréquentait beaucoup de chrétiens aux États-Unis, mais majoritairement des protestants. Alors j'ai trouvé quelques catholiques avec qui elle se sentait bien également, mais là c'est la première fois qu'elle était en pleine immersion dans un pays catholique et dans un environnement catholique. Et quand on lui a dit on va réciter un chapelet, elle ne savait pas ce que c'était. On lui a expliqué. Et ils se sont rassemblés à peu près 500 dans une petite ruelle tortueuse en face d'un lieu de culte. Il y avait une statue de la Sainte Vierge dans un petit oratoire, enfin dans un coin tout à fait joli. Alors moi, je me suis promenée dans cette ruelle en dehors de cette manifestation et effectivement, les habitants de Zagreb, ils descendent la petite ruelle comme ça, ils tournent, ils font un baiser à la Sainte Vierge et puis ils continuent. Tu sais, c'est je sais qu'en France, en France, avant, c'était comme ça. Enfin, j'ai beaucoup étudié ça dans les trucs au XVIIIe siècle. Quand il y avait un Jésus quelque part, les gens s'arrêtaient, ils faisaient un bisou et ils repartaient. Ou alors, ils emmenaient les enfants, faire un bisou au Jésus. Là, à Zagreb, c'est resté cette dévotion populaire douce et simple et qui gêne personne et qui est vraiment très émouvante. Et là, ils se sont retrouvés à 500, à cet endroit-là, pour réciter un chapelet, en son honneur, quoi. On peut presque dire, voilà. Donc, ça sera son premier chapelet. Alors, elle a été filmée, hein, faut regarder ça. Je t'enverrai le film, faut montrer ça. Elle était, voilà. Donc, on est 500. Alors, bon, moi, je connais pas en croate. Alors, ça me fait. J'avais jamais récité de chapelet de ma vie. Je le faisais quand j'étais petite en trichant, parce que jusqu'à ma première communion, j'avais évidemment un chapelet, je récitais à toute vitesse pour m'en débarrasser. Donc le fait de faire un chapelet en y réfléchissant, c'était pratiquement le premier de ma vie, quoi. J'avais 64 ans, hein, 64 ans, et on l'a filmé, elle a fini par capter les paroles, et puis elle s'est mise à prier, et puis alors elle est partie en extase. Et alors, leur slogan, c'était Ne deragie dziecku, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux enfants. Ils avaient tous des badges comme ça, ne touchez pas aux enfants. Et Judith, qui a été quand même, elle était chanteuse avant d'être combattante de la défense des enfants. Elle a été chanteuse, elle avait une voix absolument magnifique et elle s'est mise à chanter Amazing Grace. Est-ce que tu connais Amazing Grace? Amazing Grace. Là, oui, comme ça, oui. Cette surprenante grâce, c'est ce qui a touché le cœur d'un ancien négrier qui est devenu un combattant de la liberté et de l'abolition de l'esclavage. C'est très, très connu cette chanson, c'est vrai. C'est d'une beauté. Et alors, la surprenante grâce, moi je l'ai vu descendre sur Judith. Oh, c'est extraordinaire. Elle s'est mise à chanter ça, alors tout le monde a chanté avec les paroles au sang. Alors il y a des jeunes gens qui sont venus mettre un genou à terre en se signant, et il y a un prêtre qui les a bénis et les a adoubés chevaliers de la défense des enfants. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Et Judith a lancé son appel. Elle a dit « Prions pour que les victimes, les enfants et les nourrissons qui ont été abusés par Kinsey et ses associés à des fins soi-disant scientifiques, pour le lancement et la conduite d'une procédure pénale équitable contre l'Institut Kinsey et pour que les faits réels concernant l'Institut Kinsey et son influence sur l'éducation sexuelle soient révélés au public. »
Prions pour que les présidents des 192 États membres de l'ONU fassent preuve de sagesse et d'audace lorsqu'ils recevront la résolution qui sera envoyée d'ici pour que l'Institut Kinsey soit expulsé de l'ONU, qu'il soit fermé et que sa soi-disant science soit déclarée nulle et non avenue. Prions pour que l'actuelle soi-disant éducation sexuelle soit abolie en Croatie et dans le monde entier. Ensuite, on a lu la résolution en croate, en anglais, en allemand et en français, qui disait « Nous tous, citoyens du monde, nous tous, indépendamment de l'âge, de la nationalité, de l'idéologie, de la foi, de la couleur de la peau, de l'option politique, nous nous adressons donc à vous, présidents des pays membres des États du monde et dirigeants des Nations Unies. Bannissez l'Institut Kinsey de l'ONU. L'Institut Kinsey et son fondateur Alfred Kinsey ont incité et payé des pédophiles pour qu'ils abusent d'enfants. Tout cela a été prouvé, mais n'a jamais fait l'objet de poursuites et personne n'a jamais été condamné. L'Institut, qui par ses activités a abusé d'enfants et de nourrissons, doit faire l'objet d'une enquête, de poursuites et de condamnations. Il ne doit pas être membre d'aucune organisation humaine dont l'impératif est le bien-être de l'homme. Conformément à sa propre charte et en respectant le besoin général de l'homme de protéger les enfants et de traiter des actes criminels, nous demandons à l'ONU d'exclure l'Institut Kinsey de ses membres. Alors, pour faire court, non, ça n'a pas eu lieu. Oui, l'Institut Kinsey a reçu l'accréditation et la France a voté pour. Eh oui, c'était qui encore à cette époque-là? C'était encore Hollande. On est en 2014? Ouais. Ouais, c'est Hollande. Encore Hollande. Le même jour, le ministère de la Science, de l'Éducation et des Sports dénonçait rageur la diffusion massive d'un dépliant intitulé « Ne touchez pas aux enfants » et contenant de fausses informations. Voilà. Ce dépliant mensonger nie le droit à l'information sur l'éducation à la santé, ce qui viole le droit à une éducation heureuse des enfants. On va apprendre le sexe aux enfants pour les rendre heureux. C'est le diable. Bon sang, si c'est pas le diable, c'est quoi le diable? C'est effrayant. Donc, on a compris, le ministère ne tenait aucun compte de ce qui avait motivé les familles à se mobiliser. Il n'était question que de protéger la vérité officielle. Les livres de Judith, à la suite de ça, ont été traduits en croate et en de multiples langues. Elle a ensuite commencé une tournée, il ne faut pas dire triomphale, parce que c'est jamais triomphal, c'est Judith, mais c'est toujours d'une chaleur extraordinaire à travers l'Europe, à travers le monde. Et c'est là que je l'ai retrouvée. Je l'ai fait venir en France, où elle a été reçue. Alors, de nouveau, c'était rigolo. Elle a été. J'étais à ce moment-là à Égalité et Réconciliation, puisque mes livres étaient publiés par Contre-Culture, et j'ai demandé à Soral, est-ce que tu serais d'accord pour publier un livre de Judith? Donc, comme on avait trouvé quelqu'un qui était d'accord pour traduire un livre de Judith absolument gratuitement, un traducteur professionnel, Soral m'a dit, ok, d'accord, on publie le livre de Judith. Donc, j'en ai fait la préface, et puis on a dit, allez, viens Judith, tu viens en France, on lance ton bouquin. Donc, de nouveau, campagne de presse, et là, elle reçoit un message. Madame Reisman, vous vous apprêtez à venir en France, invitée par un antisémite. Eh oui, surtout Alain Soral. Eh oui. Elle s'est envoyée péter. Elle a dit, écoutez, cher monsieur, quand je suis arrivée à Zagreb, c'était moi l'antisémite. Alors permettez-moi de vous dire ce que je pense de ce genre de choses. Il dit, et en plus, en admettant qu'il l'ait été, c'est lui qui publie mon livre. Je suppose que votre intérêt pour mon travail va faire que vous allez bien sûr relayer ma venue et mes travaux et tout. Enfin, elle l'a envoyé péter. On a fait une magnifique rencontre à Paris. Et en même temps que sortait son livre en français, puisqu'il a été présenté ce jour-là, on a appris que les éditions de Saint-Rémy en avaient traduit, étaient en cours de finition d'une traduction du deuxième livre de Judith qui allait sortir incessamment. Je veux dire, ça y est, elle était lancée. Alors, ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que Judith, qui travaillait, alors on était là en 2016, je crois, quand elle est venue à Paris, 2016 ou 2017, je ne me souviens plus exactement. Ça faisait 30 ans qu'elle travaillait, qu'elle publiait. Il n'y a pas un éditeur français qui s'est mobilisé. Bien sûr. Il n'y a pas une université française qui l'a cité. Il n'y a pas des facultés en France avec des psychologues. Non. Il n'y a pas des... Non. Il n'y a pas des pédopsychiatres qui sont susceptibles d'être intéressés. Il a fallu que Marion Sigaud se pointe à Zagreb et ensuite à y faire les yeux doux à Soral en lui disant « Allez, tu nous le sors » pour que Judith Reisman soit publiée en français. On peut savoir.
Sans blague. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, c'est inadmissible qu'elle soit publiée par ce type, il faut absolument trouver un autre éditeur. Mais pourquoi l'autre éditeur ne s'est pas présenté? Pourquoi l'autre éditeur ne s'est pas présenté? Personne ne s'est présenté. Alors, il y a eu des livres sur Judith, il y a eu un livre sur Judith Reisman, qui était très bien ficelé d'ailleurs. Je n'ai pas le nom là tout de suite, mais vraiment un très bon livre. Mais sur Judith, pas de Judith. Il a fallu, mais c'est insensé quand même. C'est une chercheuse, bon, en plus de ça, les gens aux États-Unis qui l'ont soutenue, c'est des gens exceptionnels. Elle a eu tous les médias contre elle, et j'ai l'impression que ce que l'Amérique compte d'intellectuels courageux et pertinents a su faire bloc autour d'elle, quoi. C'est comme ça qu'on la connaît, hein, c'est comme ça qu'on a réussi. Mais c'est effrayant, c'est effrayant. L'omerta qu'il y a eu là-dessus, il faut absolument la faire publier par des éditeurs sérieux. Ah bon, mais les éditeurs sérieux, il n'y en a pas. Ne veulent pas, mais oui, on peut le rappeler parce que vous êtes combien d'auteurs à pas pouvoir publier dans soi-disant de grandes maisons d'édition. Je peux parler par exemple de Jacques Thomé qui lui est un journaliste. Absolument. Son premier livre sur Outreau, c'est effectivement Contre-culture qu'il l'a édité. Il ne pouvait l'éditer nulle part. Et il en a fait d'autres qui ont parlé de pédocriminalité. Il n'a pas trouvé de maison d'édition. Et on a le cas, par exemple, de Laurence Beneux, qui elle aussi est journaliste, qui vient de sortir son livre sur la pédocriminalité, que je vais bientôt recevoir. Eh bien, aucun média de masse ne veut en parler. Elle est scotchée, et pourtant elle est publiée chez Le Cherche Midi. C'est quand même une maison d'édition. Alors moi, je tiens à dire une chose. Le problème en France, c'est d'abord les médias, parce que moi, j'ai toujours trouvé un éditeur, toujours. J'ai écrit 19 bouquins. Dès le début, j'ai trouvé un éditeur. Et la chape de plomb tombe, le plafond de verre tombe au moment de la promotion du livre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un éditeur qui dit « Ah là là, c'est bien votre bouquin, allez, je le présente à la presse », si quelqu'un qui appuie sur un bouton en disant à la presse « Vous ne touchez pas à ça », le bouquin, il passera au pilon. Et ça a été mon cas. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré quand je suis rentrée à Contre-culture, quand j'ai rencontré Sarah, là, je suis rentrée à Contre-culture, il y a des gens qui ont dit « Ouais, personne voulait d'elle. » Et non, c'est pas personne voulait d'elle, c'est personne ne la relayait. Parce que j'ai toujours trouvé un éditeur. J'ai trouvé un éditeur chez Flammarion, chez De Noël et chez Sylvie Messinger. Sylvie Messinger d'abord, Flammarion et De Noël. C'est pas des grandes maisons d'édition, ça? Sauf que la claque arrive juste derrière. Tac! Celle-là, on n'en parle pas. Et le bouche à oreille finit par se faire. Ah ben non. Alors, il y a un jour, un gars, il me dit, vous pourriez changer? Non, désolé. Non, je ne change pas. Et Soral, il m'a dit, allez, vas-y, go. Et j'ai commencé à être connu comme ça. Et ce que Soral m'a apporté, c'est pas l'édition, c'est le public. C'est le public, tout simplement. Parce que j'ai tout de suite adhéré, alors par loyauté, j'ai adhéré à l'association, parce que ça me semble la moindre des choses. Et partout où j'allais, il y avait des queues invraisemblables pour venir m'écouter, pour m'acheter mes bouquins. Ça m'était jamais arrivé avant. Donc, c'est vraiment le problème c'est pas le problème de l'édition, c'est le problème des médias. Alors, l'édition faisant partie des médias, au bout d'un moment, les gens se passent le mot et puis bon, c'est même plus la peine d'essayer. Mais il y a vraiment une force d'inertie et qui lutte activement contre les gens qui veulent dire la vérité. Ça, c'est clair et net. Et Judith, elle a réussi à traverser tout ça, elle a réussi à passer à travers tout ça, parce qu'elle a réussi à mobiliser. Alors, moi, je vous ai parlé de Tim Tate, qui est vraiment une personnalité fabuleuse. C'est très, très beau le travail qu'il a fait. Tous les travaux de Tim Tate, c'est très impressionnant. C'est du vrai travail journalistique. Et puis, c'est un garçon adorable. Et mais pas que, il y a aux États-Unis, il y a énormément, il y a notamment un sexologue, c'est intéressant, un sexologue qui s'est mobilisé en disant, moi, ce qui m'intéresse dans la sexologie, ce qui m'a motivé dans la sexologie, c'est de découvrir les mécanismes qui peuvent permettre ou empêcher l'harmonie dans les couples. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le couple d'un homme et d'une femme. Et quand il est rentré dans ce milieu-là, il dit, il n'y a que l'homosexualité qui les intéresse. Et il s'appelle Edward Eichel. Il a fait une conférence un jour, et il a écrit d'ailleurs un livre avec Judith. Il a fait une conférence un jour en disant la révolution sexuelle, c'est une révolution homosexuelle. Ce qui les intéresse, d'abord, ce sont majoritairement des hommes, alors pas que, mais majoritairement des hommes. Les femmes ne les intéressent pas. Les femmes ne les intéressent pas, et ce qui les intéresse, c'est d'autres hommes et les enfants.
Voilà. Alors, on parle du mouvement sexologique. Hein. Je ne fais pas une généralité ni sur l'Amérique, ni sur les intellectuels. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais le milieu sexologique, c'est ce que Judith a appris à ses dépens et à grands frais. Le milieu sexologique est complètement infiltré et vérolé par ces gens-là. Alors, qui fonctionne d'une double manière. Il y a la presse du sexe qui a l'argent et l'université qui en cherche. D'accord? C'est comme ça que la jonction se fait et que les pédophiles s'infiltrent à l'université. J'ai parlé du congrès de Jérusalem en 1981. Oui, on en a parlé dans la première partie. Bah c'est là qu'elle a compris. C'est là qu'elle a compris. Elle dit, il y avait là des chercheurs, des intellectuels, et il y avait leurs sponsors. Là, quand elle arrive en disant, mais votre mentor à tous, Alfred Kinsey, c'est un criminel et c'est un pédéraste. Bon ben, tout le monde s'écrase. Le premier qui va se lever, c'est le premier universitaire qui va se lever en disant, attendez, compte tenu de ce que je sais que ça et ça et ça, c'est vrai. On lui coupe les vivres et puis, hop, c'est fini. Ça se tient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une pourriture, il y a une profondeur de pourriture qui est quand même étonnante. Alors moi, ce que je vois dans la situation à l'heure actuelle, depuis l'émergence de ce qu'on a appelé les dossiers Epstein, je ne préjuge pas des procès qui vont avoir lieu ou qui ne vont pas avoir lieu. Ce que je vois, ce que je comprends, c'est que ce que je dénonce depuis 30 ans maintenant, c'est sur la place publique. Et les gens qui m'ont dit, elle est folle, ils sont obligés de dire, Marion, elle avait raison avant les autres. C'est pas parce que je suis plus intelligent. Malheureusement. C'est parce que je suis tombée dessus. Et c'est pareil pour Jacques Thomet. Jacques Thomet, il était journaliste à l'AFP, c'était pas son sujet. Un jour, il est tombé dessus. Il a été absolument affolé. Ça bouleverse une vie, de tomber sur les dossiers. Bien sûr. Moi, ça m'a tout changé. Ça a été, oh là là. Enfin bon, je peux pas dire que j'ai changé véritablement d'orientation de vie, mais ma vision du monde est complètement bouleversée. Et j'ai pris conscience qu'il y a une espèce de pieuvre, une pieuvre immense qui enserre le monde et qui veut sa mort. Ils veulent notre mort. Alors, ce qui s'est passé pour Judith après ça, elle est retournée aux États-Unis. Alors, je l'ai retrouvée en France, je l'ai retrouvée au Québec. Elle a continué ses tournées. Je sais qu'elle est allée en Pologne. Enfin, j'ai une amie d'ailleurs un jour qui me dit, ah Marion, j'ai rencontré une copine à toi. J'ai dit, ouais, qui ça? Elle me dit, je prenais l'avion, j'étais à côté d'une dame qui s'appelle Judith Reisman. Oh, j'ai dit, non, c'est trop ça. Incroyable quand même. Et puis finalement, elle est alors de retour aux États-Unis. Elle s'est relancée dans un ultime travail qui a été la dénonciation de ce qu'on appelle la collusion Kinsey-Rockefeller-CIA. C'est-à-dire qu'elle a véritablement étudié comment, au cœur de l'État américain, il y a une collusion criminelle, mais horriblement criminelle, qui se sert de cobayes humains pour faire des expérimentations absolument atroces, alors à la fois sur des enfants ou sur des marginaux, sur des femmes enceintes, au nom de la science, avec l'argent de l'Institut Rockefeller et la protection de la CIA. C'est monstrueux. Et c'est justement ce sur quoi on enchaînera la prochaine fois, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Eh bien, on verra. Donc, ce livre se vend bien à mon échelle à moi, parce que moi, je n'ai que Book Édition pour faire connaître les travaux de Judith. Alors, j'ai reçu de l'Institut Kinsey, puisque Judith est morte en 2021. Elle est morte le 9 avril. Elle est morte le 9 avril 21. Elle est morte il y a 5 ans. Elle est morte à sa table de travail. Elle est tombée. Je ne sais pas si elle avait été vaccinée. Je ne sais pas. J'ai été en deuil pendant des semaines. Je n'arrivais pas à me remettre. Mais alors, je suis en contact avec l'Institut Reisman parce que j'ai connu plusieurs personnes de son entourage, personnellement. Et quand je leur ai demandé l'autorisation de publier, parce que maintenant je suis chez Book Édition, j'ai quitté Contre-Culture, puis alors, il n'y a pas que Contre-Culture. À l'exception notable de l'excellent Jean Sirapian, chez qui j'ai plus de la société Sigest,
je ne pense pas beaucoup de bien des éditeurs. Vraiment, vraiment pas. Donc, je me suis lancée, comme beaucoup de gens, dans l'auto-édition. Et comme l'auto-édition, on ne peut pas être éditeur et auto-éditeur, quoi. Donc, pour que je puisse publier le livre de Judith dans ma collection, il fallait alors d'abord que j'en ai l'autorisation de l'Institut Reisman, ce que j'ai obtenu, mais également que j'en sois préfacière, postfacière et traductrice, ce qui a été le cas. Voilà. Donc, je n'ai pas traduit son livre toute seule. J'ai réuni un pool de traducteurs bénévoles et je me suis fait superviser. Enfin, c'est moi qui ai vraiment fait toute l'édition, ce qu'on appelle l'édition d'un livre, c'est-à-dire la relecture, la mise en page, la mise en page, c'est très technique. Je me suis pas trop occupée. Non, au niveau du fond du texte, au niveau du fond du texte, tu vois, savoir que ce mot-là va correspondre ou pas. Enfin, voilà. Ça a été un travail colossal. J'ai travaillé jour et nuit pendant plusieurs mois là-dessus. Et au moment où j'étais fin prête, Judith est morte. Donc, non, ça a été une première. Non, je suis en train de me tromper. On a fait une première publication sur la toile. Voilà. Du vivant encore de Judith. Une publication sur la toile, mais un livre qui va faire presque 200 pages sur la toile, personne ne va venir. C'est pour ça que j'ai décidé, quand j'ai eu ma collection Book Edition, de le refaire en livre sur Book Edition, dans ma collection Book Edition. C'est comme ça que je peux aujourd'hui le présenter au public. Donc, c'est un excellent travail. Alors, j'ai quelques photos dedans. Dans mon livre, le livre précédent qui s'appelle celui que tu as, le combat de Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman. Il y a plusieurs photos de Zagreb, notamment une photo avec Judith, Carolina et moi. Elle nous prend la main, elle nous serre comme ça. Elle était tellement heureuse avec ses deux copines Cato, la petite juive. Alors moi, je suis grande et Carolina, elle est encore plus grande que moi. Je peux dire 1m84. Je suis une femme absolument magnifique. Elle est somptueusement belle. C'est une grande. Et avec la petite Judith au milieu, elle était tellement contente avec ses deux copines. Voilà. Donc ça, c'est les livres que je propose. Alors pour les trouver, soit sur mon site marionsigo.fr, soit directement sur The Book Edition. Mais je mettrai les liens comme d'habitude vers les livres. Je me refuse de dire The Book Edition, je dis Book Edition. C'est une maison fabuleuse, mais ils sont d'une efficacité, ils sont remarquables. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris un nom anglais et imprononçable? Ils auraient pu prendre un nom anglais prononçable. Bon, tant pis, c'est comme ça, et puis c'est comme ça qu'on les connaît, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et ils fonctionnent très bien. Voilà. Donc, une prochaine fois, pour vous parler du dernier ouvrage de Judith, qui s'appelle Kinsey Rockefeller CIA, qui dénonce véritablement la pieuvre mondiale qui a décidé d'éradiquer la population mondiale à au moins 90%. Et là, alors j'en parle un petit peu dans Sexologie et mensonges, puisque je parle de cette réunion qui a eu lieu en Amérique en 1969. Mais là, avec ce livre, ce dernier opus de Judith, on entre vraiment, vraiment dans les détails du plan, de la façon dont il procède. Enfin, c'est très, très impressionnant. Alors, c'est très impressionnant. J'ai fait précéder ce livre d'un avertissement. 1, éloignez les enfants. 2, prenez votre souffle. Prenez votre souffle. C'est parfois insoutenable. Pour ceux qui ont eu l'occasion de plonger dans les travaux d'Alfred Kinsey, c'est déjà c'est compliqué. C'est compliqué à lire, à regarder. Alors, je tiens à préciser quand même. Le cœur bien accroché. Ouais, je tiens à préciser quand même que dans aucun de mes livres, je n'ai de complaisance pour quelques descriptions ni salaces, ni comment dirais-je, ouvertement violentes, je veux dire gratuitement violentes. J'essaye toujours d'être un cran au-dessous, de suggérer plutôt que de décrire, et puis il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Donc je suis obligée, je m'en excuse par avance. Je présente mes excuses par avance. Je sais que je vais choquer. Je l'ai été la première. J'ai passé quelques nuits blanches depuis que je me suis lancée dans ce combat. Mais ça mérite. Et puis, protégez-vous. Quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, je dis la première chose, protégez-vous. Ne cherchez pas des images atroces. Je sais qu'il y a plein d'atrocités qui ont été publiées avec les dossiers Epstein. J'en ai ouvert aucun. Je n'ai ouvert aucun dossier Epstein. Aucun. Je ne veux pas. Je sais qu'il y a des gens qui regardent des vidéos, ils mettent 3 jours à vomir. Ne regardez pas ça. Sachez que ça existe. Protégez votre psychisme.
Bien sûr. quand vous êtes confronté à des atrocités, vous n'avez pas d'autre choix pour vous protéger contre l'horreur que ça vous inspire que d'émousser votre sensibilité. Ça veut dire que vous êtes atteint. Ça veut dire qu'ils ont déjà réussi à vous atteindre. Et si on se coupe de soi-même, on ne peut plus lutter. Donc, évitez de regarder des images atroces. Je n'en ai jamais regardé aucune. Un jour, il y a un gars qui m'a dit, tiens, regarde, paf, il m'a balancé ça. Je lui ai dit, tu recommences jamais. Tu recommences jamais ça. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, t'as fait ce qu'il fallait pas. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Vire-moi ça. Enfin, je lui dirai moi, mais je veux dire, tu recommences jamais ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de le voir. C'était pas normal. Il balançait des images atroces. Moi, j'ai connu des gens, il se passait des images d'atrocités à table. Non, mais oh. C'est comme ça qu'on est atteint également par la violence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est On la vrai. banalise. Et il faut s'en protéger, effectivement, parce que ce n'est pas normal. Alors, on le sait, mais merci Allez, Marion, merci pour bientôt. toutes ces informations, merci aux spectateurs qui nous auront suivis, puis s'ils ont des questions à vous poser, bah, qu'ils n'hésitent pas surtout. Et on D'accord. se retrouve alors pour un autre numéro encore plus intense, on va dire. Va falloir s'accrocher encore une fois. À bientôt Marion. But now I'm found, was blind, but now I see.